Les enfants du rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman, avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Bonjour, et aujourd'hui, cette 12e et dernière émission sera consacrée au mythe du kibbutz. Nous voici au terme de cette série d'émissions où nous avons, en compagnie de David Katarivas, essayé de retracer l'histoire du kibbutz, où nous avons évoqué les multiples évolutions qui l'ont affecté depuis quelques années, et où nous avons enfin essayé d'envisager quelle pourrait être la forme du kibbutz de demain. David Katarivas est aujourd'hui retourné en Israël, il a repris son travail à l'usine de lentilles du kibbutz de Hanita, mais il ne sera pas complètement absent de cette émission. En effet, pour conclure ce cycle, il a paru important de s'intéresser au mythe du kibbutz, c'est-à-dire à la manière dont des gens qui ne sont pas kibbutzniks eux-mêmes voyaient, envisageaient le kibbutz. Pour cela, nous écouterons d'abord un micro-trottoir fait à Paris il y a quelques jours, où j'ai demandé à quelques personnes, des trottoirs parisiens donc, ce que le mot kibbutz leur évoquait. Et surtout, je suis entourée aujourd'hui de deux personnes dont, il me semble, la vision du kibbutz mérite d'être rapportée. Alors tout d'abord, Shiri Tzour, qui est étudiante israélienne, qui vit à Paris, mais qui est née et qui a été élevée à Tel Aviv, et qui représente un petit peu donc ce point de vue israélien urbain sur le kibbutz, et qui pourra nous communiquer ses impressions. Aussi Erez Lévi, qui en tant que madrir de la Shomer HaTzaïr, a eu de nombreuses occasions de faire des voyages au kibbutz. Enfin, en dernière partie de notre émission, nous aurons donc la présence de David Katarivas par procuration, puisque nous irons le rejoindre en Israël, et ses propos concluront cette émission. Et maintenant, écoutons donc ce micro-trottoir au cours duquel j'ai demandé à quelques personnes rencontrées dans la rue ce que le kibbutz leur évoquait. Ça m'évoque les Chalutzim, ça m'évoque les sionistes socialistes, et puis un système collectiviste. Précisément, je sais pas. Moi, ça évoque simplement mon histoire personnelle, c'est-à-dire que ça évoque mon frère en 1973 qui a voulu partir dans un kibbutz, et j'étais tout petit, je savais pas ce que c'était, et on m'a expliqué ce que c'était. Kibbutz, c'est d'abord collectivité. Ouais. C'est pas forcément judéité, c'est pionnier. Ces termes. C'est plus un symbole qu'une réalité de la vie sociale israélienne. Un kibbutz, c'est une communauté religieuse qui est allée en Israël. Je suis pas très au courant. Oui. Voilà, c'était quelques réactions de Parisiens à propos du kibbutz. On voit que les natures des réponses sont assez divergentes, de temps en temps quelques erreurs. Mais bon, alors voilà, je me retourne vers vous, Shiri. Nous sommes maintenant à nouveau en direct du studio. Vous avez donc grandi à Tel Aviv. Bon, vous êtes né aux États-Unis, mais vous avez quand même grandi à Tel Aviv. Alors, je voudrais d'abord vous poser la question un petit peu qui vient immédiatement aux lèvres. Quelle est, vous qui avez vécu, grandi dans une ville, quelle est pour un urbain, pour un Israélien moyen, la vision du kibbutz? Je crois que la vision du kibbutz a beaucoup changé. Déjà, je me rappelle quand j'étais petite, le kibbutz a été présenté pour moi comme l'idéal de la pureté par rapport à la corruption de la ville urbaine, aux idéaux bourgeois de ceux qui vivaient en ville. Et c'était un peu, je crois, l'idée que faisaient mes parents, qui étaient des sabras. Et c'est un peu la vision du kibbutz des années 50, il me semble. Je me rappelle, c'est une petite anecdote. On faisait des voyages au kibbutz Yagour, parce qu'une partie de la famille s'est installée au kibbutz Yagour dans les années 30. Et c'était à l'occasion de la fête des moissons. Et je me rappelle que ma mère a enlevé tous ses bijoux et elle m'a demandé d'enlever tous mes bijoux aussi. J'avais une petite bague de petite fille et des boucles d'oreilles en plastique. Et elle a dit, ils vont penser qu'on est des bourgeois. Et je me rappelle de ça parce que en pensant de ça aujourd'hui, je trouve qu'on sentait dans la ville coupable de vivre de façon très égoïste. Mais ma vision a changé. Ma vision a changé parce que avec l'adolescence,
avec une prise de conscience politique et surtout, je crois, après la crise qu'Israël a traversée dans les années 70 et les années 80, une crise sociale, des tensions séfarades, ashkénazes, j'ai compris que beaucoup de choses, beaucoup de choses, je dirais que on peut reprocher aux kibbutzniks que eux étaient les égoïstes peut-être. D'être un petit peu enfermés dans un paradis. Enfin. Oui, et de former une sorte d'élite. Et est-ce que c'est quelque chose qui est très sensible dans la société israélienne de considérer justement les kibbutz comme une élite qui soit très fermée et en définitive insensible au sort général et notamment social que peut connaître la population israélienne? Je pense particulièrement aux séfarades. Oui. Surtout, si on repense aujourd'hui l'histoire d'Israël, l'histoire du sionisme, on se rend compte que après les grandes vagues d'immigration n'ont pas été aidées énormément par les kibbutzim. Bien sûr, il y avait un klita, c'est-à-dire une absorption d'une partie des immigrés, des olim chadashim dans les kibbutzim, mais c'était une partie infime. Et il faut dire que, bon, je sais que c'est très contestable, mais beaucoup surtout de séfarades, mais pas seulement, reprochent aux kibbutzim justement de rester dans leur propre paradis et de mépriser surtout ces juifs qui sont venus par nécessité et pas par vocation. On retrouve donc un petit peu le clivage pauvre-riche, enfin que nous avions déjà évoqué dans de précédentes émissions. Mais enfin tout de même, Shiri, est-ce que ça représente tout de même pas une sorte d'idéal socialiste, une sorte d'idéal sioniste? Est-ce que le kibbutz, pour reprendre un mot que David Katarivas aimait à employer, s'il était un petit peu la bonne conscience du pays, était aussi la mauvaise conscience, c'est-à-dire justement l'incarnation de ces préceptes sionistes? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le kibbutz reste pour moi l'une des plus belles choses que Israël a pu donner, non pas seulement pour l'histoire du peuple juif, mais pour l'histoire de l'humanité, je dirais. Ça reste quand même l'une des choses dont je suis fière en tant qu'Israélienne. Certainement. Je veux dire, ça c'est un point incontestable qui fait partie, je dirais, des idées reçues. Mais ce qu'il faut quand même ne pas oublier, c'est que l'idéal sioniste a changé. Aujourd'hui, il me semble, surtout avec l'immigration récente de l'Union soviétique et de l'Éthiopie, pour moi, l'idéal sioniste aujourd'hui est de travailler avec les olim chadashim dans les bidonvilles, les quartiers pauvres. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'idéal, peut-être parce que le kibbutz a si bien réussi. L'idéal n'est plus aujourd'hui de vivre une vie de paysan en Israël dans un kibbutz. Peut-être malheureusement, je dirais, c'est une grande déception. J'avoue que dans des circonstances différentes, peut-être sans la Shoah, avec une évolution beaucoup plus lente et peut-être plus graduelle de l'histoire, le kibbutz ne serait pas 3% de la population, mais peut-être 50%. Alors je me tourne maintenant vers vous, Erez. Alors Erez, vous avez une histoire un petit peu compliquée, soulignons-le d'emblée, c'est-à-dire que vous êtes né en fait au kibbutz, simplement vous y êtes resté jusqu'à l'âge, je crois, de quelques mois. Oui, c'est ça. Ensuite vous avez vécu jusqu'à l'âge de 4 ans en Israël, et ensuite vos parents sont venus en France, donc vous avez ensuite grandi en France, et comme je le disais tout à l'heure, vous avez mené de nombreux groupes en tant que madrir de la Shomer Hatzaïr dans des kibbutz. Alors effectivement, le kibbutz a été un petit peu une partie de votre vie, pour autant elle a été aussi de temps en temps un élément extérieur. Donc j'aimerais bien que vous me fassiez part de ces impressions, que vous me décriviez un petit peu la manière dont vous avez vécu le kibbutz en tant que madrir. Oui, alors en fait donc le kibbutz a toujours fait partie de... Enfin, ça a toujours été quelque chose qui m'était familier en fait. Je retournais souvent en Israël avant de découvrir vraiment le kibbutz avec la Shomer. Et mes parents rendaient visite à des amis qui étaient restés au kibbutz, et je connaissais assez bien ce monde-là, ses principes. Et pour moi, en fait, c'était l'incarnation de la terre d'Israël, enfin de la vie sur la terre d'Israël. C'était pour moi, c'était vraiment
ce lien à la terre justement qui a été parmi vraiment un des fondements de l'idéologie pionnière en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'était le mode de vie caractéristique d'Israël. La ville, je la connaissais pas très bien. Je vivais dans une petite ville à la campagne, et c'était vraiment ce qu'il y avait de plus typique d'Israël cette vie au kibbutz. Et j'ai appris à connaître le kibbutz de manière un peu plus approfondie quand j'ai commencé à y aller avec la Shomer Hatzair. Alors justement, vous arrivez là en tant que madrir, avec des gens qui avaient quel âge à peu près? C'est-à-dire au début, j'étais pas madrir. Au début, j'étais un colon, un khanir comme on dit en hébreu. Là, c'était une prise de contact plus, disons, philosophique, idéologique, avec les principes politiques, les principes de vie qui ont présidé à la naissance du kibbutz. C'était aussi une prise de contact avec le travail, avec les différents travaux qu'on pouvait faire au kibbutz, donc une espèce de contact direct avec la terre, avec le travail de la terre. En tant que urbain étranger pas étranger à Israël, mais disons vivant dans un autre pays, en tant que Parisien, c'était à la fois un premier contact avec la terre et un premier contact avec la terre d'Israël, avec le travail de la terre d'Israël. C'était quelque chose une expérience très très intéressante. Moi qui m'a beaucoup intéressé, c'était un dépaysement. Je peux pas dire que c'était un grand dépaysement pour moi, mais j'imagine que pour les autres, c'était un grand dépaysement pour les gens qui avaient un premier contact, pour qui c'était premier contact avec Israël ou qui allaient pour la première fois au kibbutz. J'imagine que c'est un mode de vie totalement étranger, totalement différent de ce qu'ils ont pu connaître en France, à Paris. Mais de surcroît, vous et vos amis, qui étaient quand même des militants à la Shomer Hatzair, c'est-à-dire un mouvement très sioniste de gauche, comment s'est passé cette découverte de l'application des principes? Est-ce qu'il y a eu, parmi les gens que vous connaissiez, qui vous entouraient, une déception ou au contraire un enthousiasme en voyant que tous ceux dont vous avez entendu parler en théorie étaient mis en pratique soudain dans un kibbutz devant leurs yeux? Disons qu'il y a eu souvent quelques malentendus, parce que c'est vrai qu'on présentait le kibbutz comme une société collectiviste où tout était partagé, tout appartenait à tout le monde. Et parfois, il y a pu y avoir quelques malentendus, des gens des gens qui voient un vélo à côté d'une maison et qui le prennent parce qu'ils pensent que tout appartient à tout le monde, alors que il y a quand même un minimum de propriété privée dans le kibbutz. Dans les récentes évolutions du kibbutz, c'est vrai qu'il y a 30 ans, le vélo aurait appartu à tout le monde. C'est vrai que, Donc il y a 40 ans, il y a eu quelques petits malentendus de ce genre-là. Mais sinon, je pense que au départ, en tout cas, c'est un mode de vie qui a produit une forte impression sur les gens qui découvraient ça. Il y en a qui ont été assez enthousiasmés par ce mode de vie, qui ont d'ailleurs par la suite vécu une année au kibbutz, fait cette expérience, qui ont vécu une année en Israël et qui avaient comme port d'attache un kibbutz, donc qui ont essayé de réaliser cet engouement qu'ils ont eu pour ce mode de vie. Par la suite, j'ai été madrir, donc moniteur. J'ai pu voir les différentes motivations des enfants que je conduisais, ou des étudiants, parce que j'étais aussi moniteur d'étudiants. Et c'était toujours cette volonté de découvrir Israël, un Israël authentique, un Israël qui correspondait à la fois à un rêve et puis à une réalité. Cette musique aux tonalités nostalgiques est une chanson israélienne qui s'appelle « Il est possible que ce soit fini » et qui justement évoque l'érosion de l'idéal sioniste. Alors Shiri Erez, vous venez justement de nous rapporter un petit peu ces expériences, ces impressions. Alors pour terminer, pour conclure un petit peu rapidement, en quelques mots, je voudrais que vous nous disiez donc les quelques mots qui pour vous évoquent le plus le kibbutz, et aussi si l'un comme l'autre, vous pensez que le kibbutz est quand même une carte à miser sur l'avenir et quand même encore quelque chose pour l'avenir d'Israël. Shiri.
J'ai du mal à répondre en des termes très clairs parce que ma vision du kibbutz aujourd'hui n'est pas très claire. Et je crois que peut-être la chose la plus importante de voir cette ambiguïté, de voir aussi pour le kibbutz, il n'y a pas justement d'idéal, de pureté. Aujourd'hui, le kibbutz, ça fait beaucoup de concessions. Et peut-être il vaut mieux faire des concessions pour l'avenir du kibbutz, pour l'avenir du socialisme en Israël, de trouver des formes plus adaptées à la vie moderne, qui va plus vers l'individualisme, malheureusement, avec une certaine forme de propriété privée et de capitalisme, et avec une plus grande responsabilisation nationale, et non pas au niveau local de kibbutz. Donc pour autant qu'il s'adapte, le kibbutz a tout de même un bon avenir. J'espère. Erez ? Ouais, moi ça rejoint un peu ce que dit Shiri, c'est-à-dire, enfin pour moi c'est le kibbutz, c'est donc l'incarnation d'un Israël rural. Enfin, un Israël, c'est la campagne en Israël. Et c'est ce lien fondamental à la terre, voilà. Comme vous l'avez dit. Et maintenant, enfin, c'est des sociétés rurales qui sont obligées de s'urbaniser un peu. Mais pour vous, en tant que jeune sioniste, est-ce que le kibbutz est encore un avenir, un idéal à conquérir? C'est-à-dire que c'est un mode de vie dont les principes doivent être préservés. Ce sont des principes qui sont justes, qui assurent un bien-être social à ceux qui y vivent, et c'est quelque chose qui est reconnu. Les kibbutzim ont un mode de vie, enfin un niveau de vie tout à fait respectable. Et je pense aussi qu'il doit faire quelques concessions pour permettre aux individus de se sentir, disons, plus intégrés dans la société israélienne qui s'urbanise de plus en plus, quoi. Pour autant, l'avenir d'Israël, le kibbutz, Erez ? Le kibbutz c'est pas l'avenir d'Israël, c'est une des facettes de l'identité d'Israël qui, à mon avis, est très importante. Et qui pourra peut-être servir de fer de lance à une nouvelle, aux nouvelles échéances et aux nouvelles contraintes qui s'imposent désormais à Israël. Oui, mais ce n'est plus l'idéal exclusif. Merci Shiri et Erez pour ces avis partagés sur le kibbutz. Nous retrouvons donc maintenant, comme promis, David Katarivas au kibbutz de Hanita, où Michal Gantz lui a posé quelques questions. Et la première d'entre elles, ce modèle kibbutznik dont nous venons de parler donc en votre compagnie, Shiri et Erez, et dont nous constations ensemble l'érosion, ce mythe en définitive, David, par qui a-t-il été élaboré? Par les kibbutzniks eux-mêmes ou par les gens de l'extérieur? Les gens de l'extérieur, bien sûr, pas les kibbutzniks. Les kibbutznikim avaient parfaitement conscience de leurs limites et de leurs possibilités. Mais de l'extérieur, on s'attendait à ce que le kibbutz soit la réponse à tous les problèmes, apporte la solution à tous les problèmes. Alors on voulait que les kibbutznikim, à l'époque, dans la meilleure époque, qui représentait à peine 5% de la population, contribuent à la solution de tous les problèmes de l'intégration des immigrants. Il est arrivé 600 000 immigrants, il fallait que les 100 000 kibbutznikim résolvent les problèmes d'intégration des 600 000 immigrants. On aurait, par la suite, on aurait presque demandé aux kibbutznikim de résoudre les problèmes du trafic, de la circulation à Tel Aviv. Tout devait être, tous les problèmes devaient être résolus par les kibbutznikim. Et s'ils ne le faisaient pas, on leur reprochait de s'enfermer dans leur paradis, d'être égoïstes, de ne pas être sensibles aux problèmes du reste du pays, parce qu'ils auraient dû résoudre tous les problèmes du pays. On attendait d'eux, effectivement, un modèle de réussite pour tout, mais il n'était un modèle de réussite que pour une certaine forme de vie. Il n'était pas un modèle de réussite pour les gens qui avaient choisi de créer Tel Aviv et de vivre à Tel Aviv. Et il ne fallait pas que les gens qui vivaient à Tel Aviv s'attendent à ce que le kibbutz vienne résoudre les problèmes de la société de consommation. Alors qu'on attendait effectivement qu'ils le fassent ou qu'ils apportent la solution. Donc, il y a eu cette espèce de déviation. Il y a eu autre chose, le kibbutz est devenu un folklore. Avec c'était des gens qui travaillaient le matin et qui dansaient le soir. C'est devenu une espèce de folklore, quelque chose d'un peu irréel. Et la plupart des gens, en fait, ne savaient pas ce qu'est le kibbutz. Les Israéliens, dans leur majorité, encore aujourd'hui, ne savent pas ce qu'est le kibbutz, n'ont jamais su ce qu'était vraiment le kibbutz. C'était une idée. Alors, à partir de l'idée que les gens s'étaient fait, eux, de la vie collectiviste, il y a l'autre idée, l'idée que eux se sont fait du kibbutz. La vocation du kibbutz n'était pas de résoudre tous les problèmes de la nation, mais d'offrir un modèle, de présenter un mode de vie, d'offrir un modèle en disant voilà comment on peut vivre autrement,
Voilà une société autre. Nous vous proposons ce mode de vie, mais il n'était pas question, comme on l'a dit, que 50% ou 100% de la population vivent dans les kibbutzim. Et depuis quelques années, les kibbutzim ont à s'adapter à une nouvelle réalité. Donc, en fait, il n'y a pas une réalité du kibbutz qui serait fixe et atemporelle. Si j'ai bien compris, il faut miser sur la capacité pour le kibbutz d'évoluer et d'adapter sa réalité. Et cette réalité qui serait, selon quand même des valeurs qui lui sont propres, d'adapter cette réalité à l'avenir. Je sais qu'en général, je sais parce que je vous connais, que vous êtes optimiste. Est-ce que cet optimisme par rapport à l'avenir du kibbutz, vous l'adoptez, disons, comme on dit en hébreu, avec les deux mains, c'est-à-dire de tout votre cœur? Absolument. Je n'ai pas la moindre inquiétude en ce qui concerne l'avenir du kibbutz, mais j'avoue que je ne sais pas à quoi le kibbutz ressemblera dans 10 ans. C'était Les Enfants du Rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Rudy Zilberman avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Ce feuilleton Les Enfants du Rêve, le kibbutz, a été réalisé avec le concours de Voyage et Découverte.